va commencer directement, hein, vous avez entendu l'essentiel. C'est un exemplaire, c'est un recueil de la collection Belgique qui passe des racines au rêve, c'est-à-dire du très concret de la terre de mes racines, jusqu'au rêve et au surréalisme qui a baigné aussi, bien évidemment, le Hainaut et le Borinage où je suis née. Véronique Biefno propose pour la collection Belgique des éditions Caire son recueil des racines et des rêves. Dans ma Belgique, le réalisme des racines plongées dans la terre sombre des vallons des terribles se mêle à l'univers crépusculaire des surréalistes du Hainaut avec René Magritte, Louise Kuttner, Fernand Dumont, Achille Chavet ou Armand Simon. Le chemin est court dès lors vers le fantastique de Jean Ray, de Thomas Sowell ou de Gelderode, vers le réalisme magique d'Adamek. Ma Belgique se situe davantage dans les méandres des songes que dans les contours étroits des cartes de géographie. L'encolie. L'encolie pousse où elle peut, entre deux pavés ou au bord d'une mare. L'encolie se contente de peu. Sur quelques centimètres de terre épuisée, elle dresse les pourpres, les bleus profonds, les presque noirs de ses corolles, cachant l'acide toxique de ses graines dans les replis soyeux de ses pétales. L'encolie pousse au pied d'un puits de mine ou dans un sous-bois, sur la pente d'un terril ou dans un pâturage. L'encolie pousse où elle veut. Pour quelques gaillettes de plus. C'est là qu'elle est née, dans ce coin où Van Gogh avait fini de perdre la raison, où les terrils rythmaient le paysage, où les hairs roulaient dans le gosier comme les gaillettes dans le puits de mine. Elle a grandi là, dans le borinage. Borirage, ont dit certains, comme Henri Storck en 1933, dans son Misère au borinage, préférant n'en montrer que la noirceur. Pourtant, elle n'en garde que quelques souvenirs émus. Elle se souvient des cours de récréation où on jouait à la marelle. Les galets de verre multicolores glissant du paradis à l'enfer. Elle se souvient des descentes enivrantes sur les pentes des terrils abandonnés, un simple carton en guise de luge. Elle se souvient du délicieux frisson lorsque des pans entiers de terre fumante chargés de charbon s'effondraient dans un grand fracas de poussière et de cris. Ensuite, il y a eu cette idée étrange de penser que la vraie vie naissait autour des mots, entre les pages. Les arrondis des lettres prenaient lentement un sens, les sons s'enlaçaient, s'en mêlaient, s'élançaient. Il y avait de la joie à découvrir ce mystère, à voir que les mots devenaient phrases et que ces phrases racontaient des histoires. Après le temps de l'apprentissage est venu celui de l'enchantement. Bientôt, les livres des étagères familiales n'ont plus suffi. Il fallut chercher ailleurs, au dehors, d'autres histoires à découvrir. Elle se souvient du moment béni où elle a pu franchir les portes de la bibliothèque communale et parcourir avidement ses rayonnages poussiéreux. On y lit ses espoirs et les rêves galopent de plus belle. On y devine parfois des chemins de traverse, dans la marge, des sentiers de papier aux relents d'encre, au parfum de colle, aux arômes de carton. Évidemment, c'est nostalgique, les souvenirs. Évidemment, la distance embellit les contours et arrondit les angles. Évidemment, on s'y complaît un petit peu. Mais que seraient les récits sans racines? Véronique, pourquoi c'est si important pour toi, les racines? Je crois que c'est important pour tout le monde, pas que pour moi d'abord, parce que quoi qu'on fasse, même si on cherche à s'en écarter, à les nier, etc., elles sont imprimées en nous et elles vont conditionner soit pour, soit contre la plupart de nos comportements, je pense. Et il n'y a pas d'arbre sans racines. Et pour que cette ramure soit impressionnante, il faut que les racines soient importantes et nourrit le corps de l'arbre. Pour moi, les racines sont importantes, même si je n'en prends pas tout, mais je sais qu'elles m'ont constitué. Et
Surtout, je pense que quand on pratique dans un secteur artistique, je pense que ces racines sont d'autant plus importantes. Pour s'en souvenir, pour les magnifier, pour les critiquer, mais peu importe, elles sont importantes. Merci. Le fauteuil. Les mains aux doigts entrecroisés, sagement posées sur les genoux. Elle est parfaitement immobile. Ses yeux gris-bleu, clairs, presque délavés, presque transparents, clignotent rapidement, papillon affolé à la clarté d'une flamme. La lumière la fatigue alors, elle baisse les paupières. Elle dort ? Non. Non, je crois qu'elle se concentre, qu'elle visualise mentalement les heures qui vont suivre. Je crois qu'elle s'y prépare. Elle, c'est mon arrière-grand-mère, Céline. Elle est là, assise, bien droite sur une chaise de cuisine en bois blanc, le dos légèrement décalé du dossier. À l'heure de la retraite, une toute petite retraite d'ouvrier, ses grands-parents et son arrière-grand-mère quittent leur vieille et inconfortable maison de ville pour une petite villa de plein pied avec une salle de bain et un salon. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Maintenant, ils ont un salon avec de vrais fauteuils. On appelle ça le living room. C'est bien, ça fait moderne, ça va avec le reste. Là, les fauteuils en sky noir sont disposés en arc de cercle autour du nouveau dieu du foyer, la télévision en couleur. Eddy Merckx s'est fait rétamer hier à l'étape de Grenoble et mon arrière-grand-mère, Céline, 90 ans au compteur, n'en a pas dormi de la nuit. Il faut qu'elle agisse. Elle s'est donc assise dans son fauteuil à elle, celui qui est presque face à l'écran du téléviseur, le premier, à gauche, quand on franchit la porte. Céline, 38 minutes avant la retransmission en direct de l'étape, fixe obstinément l'écran. Mon arrière-grand-mère est tombée en amour pour Eddy Merckx en 1969. Cette année-là, à moins de 25 ans, le prognate louvaniste a remporté le Tour de France avec panache lors de sa toute première participation. Il a gagné tous les classements et le cœur de Céline. Alors Céline, pour le soutenir, ne quitte pas son fauteuil, les yeux fixés durant des heures sur le roulement hypnotique du pédalier. Dans ce siège fétiche, gris-gris de sky et de métal, elle est certaine de le protéger, lui, son chevalier solaire sur sa monture d'aluminium. Elle espère, fidèle au poste, attentive, lui éviter la crampe éliminatoire, la baisse de morale, la fatigue sournoise, voire la chute mortelle. Mon grand-père, Fernand, assis dans un autre fauteuil, le sien, le troisième à gauche par rapport à l'écran, tente en vain de la distraire en lisant la Gazette à voix haute. Eddy Merckx, 1m83 pour 73 kg. Fréquence cardiaque 36 au repos, 162 à l'effort, 68 en récupération après 30 secondes. Capacité pulmonaire, 7,11 litres. Ça explique tout, conclut-il. On peut être fervent supporter et rester pragmatique. Non, marmonne Céline, sans quitter l'écran des yeux. Tout ça, c'est rien que des chiffres. Lui, c'est le plus courageux. Il va plus loin, c'est tout. Mais je crois que personne ne l'entend. En réalité, personne ne peut se faire entendre dans ce salon. La surdité, feinte ou réelle de l'aïeul obligeant à pousser le volume sonore au maximum, les commentaires tonitruants d'Arsène Vaillant ne laissent guère de place à la conversation. Je reprends, faut changer de braquet. Céline est contrariée. Nous sommes le 10 juillet 1971. Et l'autre, l'Espagnol, celui Socagnard, dont elle se refuse à dire le nom, a pu endosser le costume canari. Ça ne peut plus durer. Les commentateurs survoltés se déchaînent. L'hélicoptère envoie quelques images aériennes du serpent humain qui oscille, rythmé, tanguant, parfaitement synchronisé. Et cet homme, seul, devant, dont le dos balance avec vigueur dès qu'une montée se fait plus âpre. Il n'a plus rien d'humain, lui qui distance aussi implacablement ses adversaires. Céline, le souffle court, les doigts blanchis par l'effort, malaxant les pauvres accoudoirs, semble suspendu au déhanchement athlétique de la silhouette solitaire résolument en tête.
Mon arrière-grand-mère frôle l'apoplexie quand, dans un suprême élan, avec une déconcertante facilité, Eddie, en danseuse, laisse les autres sur place, semble survoler la route et franchit la ligne d'arrivée avec plus de 2 heures d'avance sur l'horaire. Céline bondit de son siège et entame sur ses jambes maigres, arquées mais encore vives, une petite danse de la joie autour de la table basse. Elle ressemble alors à un vieil Indien lançant ses imprécations aux éléments. Est-ce dû à la pourridée, au nez long, busqué, aux oreilles démesurément grandes qui descendent le long des joues? Oui, elle a quelque chose d'un vieux sachem, la sagesse en moins peut-être. Quoique. Il paraît que les oreilles et le nez continuent toujours de pousser. Est-ce que la petite aura son profil plus tard? Est-ce qu'elle voudra enfiler autant d'années sur son collier de vie? Est-ce qu'elle le pourra? Enfin, honnêtement, ce jour-là, je m'en moque un peu. J'ai 10 ans. Et la vieillesse me semble si lointaine. Je regarde les yeux de Céline. Il semble lancer vers moi, celle qui reste, celle qui a du temps devant elle, les longs filets impalpables de la vie qui s'écoulent d'elle à moi. Le plus beau des dons, tacite, muet. Le passage du flambeau, le droit, le bonheur de vivre dans la continuité de ce qui a été et de ce qui sera. Devenir le passeur, le relais, le témoin. Véronique, c'est important, la famille? Je ne vais pas dire non, là, tout de suite. C'est ridicule, hein. Si, un peu. Bref. Pour moi, la famille, c'est essentiel, absolument essentiel. J'ai toujours été, depuis mes 10 ans, même avant, j'ai l'impression, j'ai toujours été celle qui organisait les fêtes, les repas, les machins. Mes parents, les anniversaires, mes parents étaient athées, donc il me manquait cette magie, ce cérémonial. Déjà enfant et ado, c'était moi qui devais organiser ces fêtes parce que pour mes parents, c'était pas très important. Et moi, j'avais besoin de ça, de ces réunions familiales et de cette magie. Et aujourd'hui, avec les amis, les enfants, les compagnes, compagnons des enfants, enfin bref, toute cette tribu qui augmentait, et ben pour moi, c'est mon essentiel. Voilà. Armand Simon. À cette époque, elle se sentait en marge, s'ennuyait à l'école et au repas de famille, perdue dans le brouillard bleuté des clopes et du tabac gris roulé. Les adultes buvaient beaucoup, fumaient incessamment, ne lui accordaient pas la moindre attention, alors forcément, elle s'écartait, jamais bien loin, toujours à la marge. Un jour, un ami de ses parents avait proposé de l'emmener voir celui qu'il appela l'ermite du Borinage. Elle devina aux petites rides de malice qui griffaient le coin des yeux de l'homme que cette visite ne serait pas banale. L'hôte qui leur ouvrit la porte paraissait très vieux pour ses yeux d'adolescente. Elle détailla les cheveux blancs en bataille, les lèvres fines où pendouillait un vieux mégot éteint, et sous la barrière d'épais sourcils, les gros yeux doux qui eux aussi la regardaient avec une pointe de curiosité et d'amusement. Dans l'atelier régnait un foutoir généralisé. Il fallut contourner de fragiles monticules de papier éparpillés sur le sol pour atteindre une table où s'entassaient en strates vacillantes des dessins inachevés, des crayons, des plumes, une bouteille d'encre de Chine, un cendrier débordant, des allumettes, des cigarettes sommairement roulées et quelques verres où subsistaient des dépôts brunâtres. La jeune fille regardait incrédule les centaines de dessins, croquis et ébauches qui jonchaient le sol. « Tout ce que tu vois là est bon à jeter !» lui lança le vieil homme de sa voix rocailleuse encrassée de tabac. « Il faut dessiner tous les jours, toujours et sans arrêt, et puis jeter, ne garder rien, ou presque. » Par la suite, elle apprit en feuilletant des ouvrages consacrés au surréalisme en Wallonie qu'Armand Simon, né en 1906, avait fréquenté l'atelier de Mons avec Achille Chavet et Fernand Dumont, puis brièvement l'Université libre de Bruxelles, qu'il avait notamment illustré les célèbres chants de Maldoror de Lautréamont de 40 dessins sulfureux. Puis, après avoir collaboré à tant de mouvements poético-politiques en compagnie de Dumont, Chavet ou Magritte, Armand Simon se retira dans sa maison, à l'orée du bois de Golfontaine.
En 1973, Julos Boccarne découvre son univers et braque sur l'œuvre d'Armand les projecteurs de la télévision française, lui apportant une certaine reconnaissance internationale et un peu moins de soucis matériels, faisant grimper du même coup, après sa mort, sa cote sur le marché de l'art. Mais quand la jeune fille commence à fréquenter l'atelier d'Armand, elle ignore tout de ce tintamarre. Fascinée par les traits sombres de cet univers noir, elle ne s'offusque pas de ces sexes féminins constamment représentés, tantôt offrandes charnues ourlées de lèvres entr'ouvertes, tantôt fleurs carnassières guettant leur proie. En 1981, elle apprendra sa mort. L'atelier fut vidé et les nombreux dessins qu'il destinait à l'oubli furent lâchés sur le marché. Il y aura des rétrospectives au Centre culturel de Colfontaine, aux ateliers du Grand Ornu, au Botanique. Elle n'y alla pas. Elle n'y alla pas de peur d'y reconnaître parmi les centaines de dessins exposés tous ceux que le vieux peintre aurait voulu jeter. Ça a été une rencontre déterminante dans ta vie? Ah oui, clairement. Parce que avant ça, j'étais promise à des études hyper sérieuses, ingénieur, architecte à Polytech à Mons. Voilà. Et puis j'ai rencontré Armand Simon, j'avais 15 ans en réalité, et avec lui j'ai découvert d'autres possibilités, d'autres voies, un peu la subversion, le théâtre, avec aussi Louis Savary, Jean-Claude Derrida, je prends Jean Paulec à témoin qui connaît bien aussi la région. Ces personnes m'ont ouvert les yeux sur d'autres perspectives. Alors, j'ai abandonné l'idée de faire des études sérieuses qui m'étaient destinées à Mons et je suis partie. Pas bien loin, hein, je suis partie à Bruxelles, là j'ai fait l'ULB, puis j'ai fait le conservatoire et les beaux-arts. Et je peux dire que c'est Armand Simon, entre autres, mais c'est lui le premier qui m'a donné cette perspective que la vie pouvait être autre chose que cette chose bien carrée et bien établie. Achille ou ceux qui restent. Tu les as? C'est bien toi qui les as? Et bien sûr que je les ai, ne t'inquiète pas. Et son visage s'éclaire d'une malice enfantine qu'il n'avait pas vue avant. Certains peut-être se souviennent de lui, mais ça date d'avant, bien avant son exil du réel. Mais combien s'en souviennent? Aujourd'hui, le regard pétillant d'un reste de défi, il demande de les voir encore, de pouvoir les toucher. Je les lui amène, soigneusement préservés dans une grande enveloppe, telle qu'il me les a confiées il y a des années. J'étale devant lui, sur la couverture du lit qu'il ne quitte plus, les 6 sous-bocs de carton beige et roux aux couleurs d'une bière bue depuis si longtemps. Aujourd'hui, du fond des brumes qui hantent son esprit fatigué, ce sont ces modestes cartons qui font trembler ses doigts et raniment le souvenir de cette époque où beaucoup l'entouraient. Il tripote ces carrés, vestiges d'une époque chargée d'élan, de vie, d'espoir. Et c'est comme si tout ce à quoi il tenait vibrait entre ses mains. Qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu ou presque? Quand les flatteurs ont quitté le parterre, quand les amis sont morts ou ont oublié le chemin qui mène à la maison? Qu'est-ce qui reste des ambitions, des faux semblants? Qu'est-ce qui reste de la vie d'avant? Peut-être le souvenir d'une soirée unique où, en tête-à-tête, le poète lui avait dédié ces mots, alignés sur 6 dessous de verres à bière numérotés. L'écriture y est belle et fine. On ne voit qu'une seule rature, l'ajout d'un mot difficile à déchiffrer. Crucial, sans doute. Sur le dernier carton, on peut lire « Il serait peut-être temps de mettre mon imperméable en tissu d'inconscience et de jeter mon sarcophage au fond de l'océan. » Celui qui se décrivait comme un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne, terminait ainsi ce poème écrit sur le coin de table d'un faux miroir. Qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu ou presque? La tendresse d'une fille, l'amour patient d'une compagne, les visites animées des petits-enfants devenus grands. Ou alors le souvenir d'un moment plus important que tout le reste, un instant de précieuse complicité figé dans le temps par sa dédicace. Pour YB, en ce jour sentimental, le 10/3/67, avec mes sentiments vraiment cordiaux, à Chavé.
Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment la poésie, 2 ou 3. Peut-être ça vous amusera de les voir. Le parc royal. Vous avez compris que chaque fois on vous lit des extraits des nouvelles qui constituent ce recueil et qu'on passe de l'enfance à plus tard. Pas beaucoup plus tard, mais plus tard. L'oiseau la regardait fixement. Il frappa 2 fois le socle de pierre, prit son envol, la frôla de ses larges ailes, et son plumage noir étincela de reflets bleutés. Maud le regarda survoler les arbres du bois de la Pendre. Un dandysme affecté déguisait alors les beaux jeunes gens qui hérissaient à grands coups de gel leurs cheveux teintés de couleurs vives. Leurs yeux clairs se cernaient de colle et leur tenue noire conférait à leur silhouette une élégance gothique. Dans la rue et aux infos, le désordre et le chaos s'invitaient chaque jour. L'Angleterre menait la danse, chorégraphiée par une dame de fer inoxydable. Les rues de Belfast s'ensanglantaient, le terrorisme déployait ses ailes et les crânes rasés tabassaient les punks et les clochards. Violence et fête fin de siècle mêlées. En fin d'après-midi, Maud retrouva la bande devant l'auberge. Ensemble, ils se rendirent au Falstaff, bistrot art déco, lieu de rencontre centrale de la ville. On y servait avec un brin cérémonial, un certain cérémonial, de larges tartines de fromage arrosées de bière blanche. Les longues tables de bois brut favorisant les rencontres, ils se joignirent à un groupe d'étudiants des Beaux-Arts et terminèrent la soirée à l'Archiduc, où flottait le souvenir d'anciennes gloires de jazz. Ils sortirent et noyèrent dans l'air glacial les relents de tabac qui imprégnaient à présent leurs vêtements. Quelques heures plus tard, dormir n'aurait servi à rien, Maud s'écroula sur un banc de la fac. Le lendemain soir, des étudiants polonais surfant sur la vague Solidarność accompagnèrent leur virée nocturne. Ils tentaient de caser leurs dessins violemment colorés et improvisaient de longs poèmes désespérés auxquels la vodka conférait des accents épiques. Maud passa la nuit près d'Andrej. Son corps massif, compact, la fascina. Il était peintre et promena sur sa peau de grandes mains calleuses, agressées par les peintures et les solvants. Il dégageait la tranquille assurance de ceux que rien ne désarçonne. C'était à cette époque tout ce dont Maud avait besoin. Alors c'est à cette époque que tu as bifurqué de l'université au conservatoire, aux Beaux-Arts, de la carrière académique à l'incertitude des métiers artistiques. Ouais. J'avais 20 ans, je terminais les romans à l'ULB. J'avais approché l'univers théâtral grâce au cercle de slavistique sous la houlette de Alain Van Kruten, toujours avec Jean Paulec. On montait Vikevitch, Gombrowicz. Patrick Bonté, le metteur en scène, qui est devenu depuis directeur des Brigitines, m'avait alors conseillé de présenter l'examen d'entrée au conservatoire. Ce que j'ai fait sans aucune préparation et ils m'ont pris. Bon. Ils se sont peut-être pas tellement trompés puisque j'ai quand même joué pendant 30 ans tous les soirs. Simultanément, j'ai fait aussi les Beaux-Arts, l'examen d'entrée des Beaux-Arts. Et depuis 2 scènes de théâtre en exposition, de peinture, en pages blanches d'écriture, je vis cette réelle incertitude matérielle, parce que c'est une réalité quand on choisit de ne faire que de l'artistique, on n'a pas beaucoup de sécurité, mais je peux aussi le faire parce que je ne suis pas seule, parce que avec Yann, mon époux, depuis 36 ans, nous nous sommes toujours épaulés et soutenus. Et donc c'est fait un vrai bonheur, malgré l'insécurité matérielle. Et dans le processus d'écriture, quelle est l'importance des lieux et des rencontres On était dans le parc royal, là, ouais, c'est voilà. Vrai. Mais en tout cas pour moi, c'est souvent un lieu où une personne qui déclenche l'envie ou l'idée d'un récit. Moi, je fonctionne essentiellement à l'émotion. Alors après, tout le travail consiste à essayer de rendre ça d'abord romanesque, et puis surtout de donner une certaine universalité, parce que l'idée n'est pas d'écrire pour soi, l'idée est de rejoindre l'émotion des autres, donc d'écrire pour des lecteurs. Mais ce qui est étrange, notamment dans certaines nouvelles de ce recueil belgique, c'est que parfois elles sont les situations ou les personnages les plus improbables, ceux qui semblent les plus
fantastiques qui sont en réalité les plus proches de la réalité. Un autre petit extrait d'une autre nouvelle. Le gardien. Je marche depuis si longtemps. L'éternité. Je marche à côté d'eux. Et parfois ils tombent. Parfois quelqu'un me voit, m'ouvre la porte. Quelqu'un me donne un nom. Je marche dans le cercle. J'attends l'entaille. Elle attendait le bus, sautillant d'un pied sur l'autre, chaussée de baskets bien trop légères pour la saison. Maud remarqua dans la lumière hésitante une forme sombre au bout de la longue rue royale, déroulée sous ses yeux et peu fréquentée en cette heure matinale. Elle ne parvint pas à détacher le regard de la silhouette qui se précisait en approchant. C'était celle d'un très grand chien. Il descendait l'avenue dans sa direction, semblait suivre d'une allure décidée une trajectoire bien déterminée. Plus il se rapprochait, accélérant la cadence, plus elle avait la certitude qu'il la regardait et que c'était elle sa destination. Elle le voyait mieux à présent, grand, le poil broussailleux et d'un noir profond. Progressant à large foulée, il avalait l'espace qui les séparait. Le bus arriva. Le chien se mit à courir vers elle, et une vague de panique la submergea. Elle tenta de garder son sang-froid. Ses jambes tremblantes et le filet de sueur glacée coulant lentement dans son dos lui prouvèrent qu'elle n'y parvenait pas. Les portes du bus s'ouvrirent et elle s'y engouffra précipitamment, juste avant que l'animal atteigne l'arrêt. Il stoppa net. À travers la vitre sale, elle put voir ses yeux ambrés pétillants de lueur fauve vriller dans les siens. L'autobus démarra. Le grand chien la regarda partir. Le lendemain soir, en rentrant des cours, comme à son habitude, Maud décida de descendre 2 arrêts plus tôt pour traverser le parc royal et profiter de la lumière subtile de la fin du jour. Les statues de pierre émaillant le parcours de l'allée centrale ressemblaient à une armée chimérique postée au garde-à-vous sur son passage. Lorsque soudain, au bout de la perspective, apparut l'ombre noire. L'animal avançait vers elle, d'un pas égal, réduisant calmement la distance qui les séparait. Mais cette fois, la jeune femme décida de ne pas fuir. Le chien ne se précipita pas, comme s'il avait senti qu'elle acceptait la rencontre. Il s'arrêta face à Maud. Leurs regards se croisèrent longuement. Les pupilles ambrées émergeant de la masse broussailleuse de poils noirs ne lui paraissaient plus aussi inquiétantes. Sans la quitter des yeux, guettant son approbation, le grand chien se plaça à côté d'elle, glissa son large crâne carré sous sa main immobile et la souleva. Elle le laissa faire, abandonna sa paume sur les poils chauds et doux. Ce contact fit naître en elle un long frisson réconfortant. Ils se mirent en marche. Maud ressentait une étrange fierté à fouler ainsi les feuilles mortes avec cet imposant compagnon, dont elle sentait rouler la musculature contre sa cuisse, tandis qu'il accordait la cadence de ses foulées puissantes au rythme de ses pas. Il lui plut. Il lui plut avec cette escorte de s'imaginer un instant en Diane chasseresse, sous le regard opaque des statues. Au bout de l'allée, la jeune fille s'assit sur un banc de pierre. D'un bond léger, le chien s'installa à côté d'elle. Cet animal qui semblait sourire avec un mouvement des babines si particulier était peut-être venu là pour la protéger. C'est du moins ce qu'elle voulait croire en regardant ses yeux, 2 feux d'ambre allumés dans la nuit broussailleuse de ses poils noirs. Quelle place occupent les animaux dans tes récits, Véronique ? Une place centrale, le plus souvent. Parce que c'est magique, parce que c'est sans fin. S'inspirer des animaux, c'est ouvrir la porte à tous les rêves, à toutes les fantaisies, à tous les amours aussi. Mais dans ma vie aussi, les animaux ont une place vraiment prépondérante. Je suis tout à fait capable de m'arrêter, de parler pendant un quart d'heure avec une corbeille dans un arbre, ou avec un crapaud au bord de la rivière, Yann peut en témoigner, ou de voir dans le regard d'un grand chien noir l'être qui m'a littéralement sauvé la vie
à un certain moment de ma vie. Et c'est de lui dont je parle dans cette nouvelle. Avec la famille dont j'ai parlé tout à l'heure, mon amoureux, mes enfants, mes amis, ma famille, eh bien, les animaux, c'est essentiel pour moi. Je n'imagine pas une vie sans animal. De compagnie, comme Elios, ou sauvage, ou surtout sauvage, bien sûr. Et sans oublier les arbres aussi, très important. Oui. C'est la dernière page. Voilà. Tu vois, c'est timing. L'encolie. L'encolie pousse où elle veut, au creux des rêves ou dans les souvenirs, entre les pages froissées de livres souvent lus, sur les traces laissées par d'anciens maîtres aimés, dans les délires du vent, la magie des songes, les brimes du nord ou les pavés laqués de pluie. L'encolie pousse où elle peut. Pourquoi l'encolie? Pour ceux qui connaissent l'encolie, c'est une fleur extraordinaire. Elle est très belle, mais surtout elle pousse n'importe où, vraiment entre deux pavés. Là. Et quand on a acheté l'endroit où nous habitons, qui est très atypique, qui est un ancien silo à grains, qui était une ruine totale, j'ai vu une encolie qui poussait au milieu des gravats. Et je me suis dit, ok, c'est bon, on va réussir à faire de cette maison un endroit où on sera heureux. Et c'est le cas. Et donc j'ai voulu dédier ce recueil aux encolies, parce que les encolies sont des petites fleurs de rien, mais qui sont magnifiques et qui poussent n'importe où. Je terminerai avec ces citations d'Achille Chavier. Ce ne pouvait être une aventure banale que celle qui consistait à vouloir rétablir l'unité complète de la personnalité humaine en restituant aux forces de l'irrationnel la place qui leur revenait. Achille Chavier. Merci beaucoup.